l'Université de Pau et des Pays de l'Adour est partenaire des Idées mènent le monde, pas depuis la création du monde, mais depuis le début depuis la création de ce magnifique événement. Et cette année, mes collègues de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour ont répondu avec plus d'enthousiasme peut-être que les années précédentes présents, parce que le sujet, nos raisons d'espérer, ça rentre parfaitement de ce qu'on fait dans l'université, à l'université, parce qu'évidemment, on fait cours aux futures générations, si je puis dire, et c'est bien sûr dans l'espoir de leur transmettre des choses qui peuvent leur faciliter l'avenir, mais bien sûr aussi dans la recherche. Nous avons, bien sûr, si on fait de la recherche, c'est dans l'espoir de trouver des choses. Cette histoire, cette recherche qui peut évidemment aussi concerner l'histoire. Et nous avons eu ici, vendredi, une conférence sur le baptême béarnais de Henri IV, et là nous avons vu que probablement c'était un remède contre la peste qui circulait. Et on dit que nous vivons dans une période difficile. C'est vrai, certes. Mais si vous vous imaginez ce qu'était la France au moment de la naissance d'Henri IV, je pense que ça va plutôt mieux aujourd'hui. Et puis Henri IV, le roi de France, Henri II, à l'époque, il avait 4 fils. Donc aucun espoir pour lui de devenir roi de France. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Maintenant, je passe la parole à mon collègue historien, lui aussi, Frédéric Bidouze, qui parlera d'un autre très très grand moment de l'histoire française, qui était lui aussi porteur d'énormément d'espoir. Et Frédéric Bidouze vient de publier au PUPA, donc aux presses universitaires de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, un livre justement sur les états généraux qui ont précédé cette révolution. Vous avez le stand des PUPA dans la salle des ambassadeurs, où vous avez aussi un autre stand, celui des éditions Perrier-G, qui sont justement dirigées par mon collègue Frédéric Bidouze, que vous êtes venu écouter, raison pour laquelle je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Caroline. Bon, bonjour à tous. Je vais commencer par une citation de Jean-Jacques Rousseau, cité de l'Émile ou de l'Éducation. « Le monde réel a ses bornes, le monde imaginaire est infini. Ne pouvant élargir l'un, rétrécissons l'autre, car c'est de leur seule différence que naissent toutes les peines qui nous rendent vraiment malheureux. » Cette phrase de Jean-Jacques Rousseau, presque 30 ans avant la Révolution française de 1789, tombe à propos pour illustrer les contours très complexes d'un phénomène récurrent qui est celui de l'espérance, celle que nous avons en chacun de nous, mais que nous avons beaucoup plus rarement en commun. Ce qui fut pourtant au cœur de la Révolution française et de son élan enthousiaste à ses débuts. Rousseau fait ici office de Cassandre par anticipation, et c'est moi qui l'y invite, appelant à un contrôle, et surtout à une espérance qui peut être une boîte de Pandore et attirer à elle tous les malheurs de la terre. En effet, l'espérance pose la question de l'attitude que l'on peut prendre face à ce qui n'est pas encore, et face à quoi nous sommes en droit de prétendre lorsque notre pensée et notre être s'orientent vers un temps à venir. Et ce fut lorsque Louis XVI, contraint par une impasse institutionnelle à convoquer les États généraux, qui ne l'avaient pas été depuis 1614, et qui, en gros, faute de repères récents et actualisés, demanda à tous les Français, et ça c'est très peu connu, officiers municipaux, hommes de lettres, et particuliers de tous les ordres, même des femmes vont s'y mettre, pensez donc, à les adapter au royaume de cette fin du XVIIIe siècle. Et je le cite, afin que leur confiance soit plus entière dans une assemblée vraiment nationale par sa composition comme par ses effets. Arrêt du Conseil d'État du 5 juillet 1788. Et cet appel, comme nous le savons, a été entendu, il a tellement été entendu qu'il a correspondu à une avalanche de propositions qui ont porté l'espérance à un point
qu'on a peine à mesurer de nos jours. Alors, toute proportion gardée, quand on ne connaît pas cette histoire, ça peut sans doute être un petit peu comparé, mais de manière très minime, aux cahiers de doléances qui dorment aujourd'hui dans les archives municipales depuis la crise des Gilets jaunes en 2019, et alors en arrière-plan à un projet de référendum d'initiative citoyenne qui, lui aussi, a été mis aux oubliettes. En effet, entre le mois d'août 1788 et mai 89, ce sont environ 1500 brochures qui ont été publiées et auxquelles je consacre énormément de mes travaux et qui, quasiment de manière unanime, ont tiré dans le même sens, émancipateur du tiers-État, et confondant allègrement beaucoup de choses, ces intérêts du tiers-État contre, paradoxalement, les riches qui étaient les cibles de l'époque, c'est-à-dire les deux autres ordres qui vont disparaître en quelques semaines en tant qu'ordre, clergé et noblesse. C'est une anticipation de tous les malentendus d'une révolution libérale et capitaliste, se drapant du populaire. Mes travaux, ici récents et qui en appellent d'autres, avec un volume qui va paraître en 2024 sur le progrès, sur les œuvres en elles-mêmes, puis ensuite sur le pouvoir, les auteurs, après avoir défini ce dont il va être un peu notre sujet, c'est-à-dire la question de la droite et la gauche, c'est approcher les commencements de la Révolution française, non pas en termes d'avènement d'une société d'ordre égale devant la loi, avec des citoyens égaux devant la loi, mais pour en dévoiler les ressorts d'une culture politique originale, confuse et passionnelle qui est la nôtre. Alors, l'espérance est une question philosophique et phénoménologique qu'Emmanuel Kant, bientôt fasciné par cette même révolution, exprimait déjà dans la critique de la raison pure, dès 1781, par cette apostrophe, « Que nous est-il permis d'espérer ?» Chez les historiens, chez les anthropologues, on appelle ça de manière pratique dans la lignée d'historiens comme Reinhard Koselleck, ce qu'on appelle l'horizon d'attente. Alors pour faire simple, c'est l'idée que 1789 correspond à ce moment décisif dans l'histoire et dans son cadre français que s'exerce sans s'en rendre compte une tension entre l'expérience et l'attente. Et poursuit Reinhard Koselleck, celui qui croit pouvoir déduire entièrement son attente de son expérience se trompe. Quand les choses arrivent autrement qu'on s'y attend, on est brusquement détrompé. Mais il rajoute, mais qui ne fonde pas son attente sur l'expérience se trompe également. Il aurait pu et dû être mieux informé. Alors, lorsque Jacques Necker inaugure les États généraux le 5 mai 1789, contrôleur général des finances, un banquier suisse et protestant, il prononce son discours inaugural des États généraux. Il refroidit, comme chacun le sait, tous les députés, et je dis bien tous, pas seulement des membres du tiers-État, non seulement parce qu'il ne parle que de l'essentiel de ce qui avait motivé la réunion, c'est-à-dire les finances et le déficit, mais par cette phrase souvent passée inaperçue, en fondant quant à lui son attente sur l'expérience. Arrêtons-nous ici et ne nous abandonnons pas encore à ces douces et bienheureuses espérances. Parmi son discours qui dure 3h30, c'est connu, il le fait lire par un secrétaire pendant les 3/4 du temps, il assomme tout le monde de chiffres, mais se glisse une phrase qu'a retenue en particulier Aimé Césaire, vous comprendrez pourquoi. Un jour viendra peut-être où, associant à vos délibérations les députés des colonies, vous jetterez un regard de compassion sur ce malheureux peuple dont on a fait tranquillement un barbare objet de trafic, sur ces hommes semblables à nous par la pensée, sur ces hommes que, sans pitié pour leurs douloureuses plaintes, nous accumulons, nous entassons au fond d'un vaisseau pour aller ensuite, à pleine voile, les présenter aux chaînes qui les attendent. Aimé Césaire, fondateur du concept de négritude dans l'entre-deux-guerres avec Senghor et Léon Gontran Damas, avait tout compris de ce discours et déniché ce qu'il appelait une supercherie, néanmoins partagée par la majorité des députés du tiers-État. Il écrit « C'est un fait, les assemblées révolutionnaires bavardèrent beaucoup à propos des nègres, mais agirent très peu en leur faveur. La tradition s'instaura dès les États généraux. »
Alors Jacques Necker, celui qui avait, depuis sa nomination, poussé Louis XVI à des compromis successifs, favorisant le doublement du tiers, alors que tout le royaume réclamait en même temps le vote par tête, alors c'est ce qu'on appelle de nos jours acheter la paix sociale, hein, qui ne se fonde pas sur les idées, sur les valeurs, mais surtout sur des stratégies comme en diplomatie, était dans une situation comptable des siècles d'un progrès continu, et qui était celle-ci. Si je devais développer la question de l'absolutisme, qui n'était pas un despotisme au XVIIIe siècle, je dirais que non seulement ces réformes des Louis XIV, Louis XV et Louis XVI n'ont pas été totales, ne sont pas parvenues à maturité, mais encore plus dangereux pour une monarchie absolue, donc qui n'était pas despotique, c'était le fait que les temps avaient changé, et qu'en même temps que cette monarchie tentait de mener des réformes, tout avait changé, les façons de penser, les modes, les philosophies, les styles de vie, plus vite que les formes de gouvernement, si tant est que ce type de contraste aboutit à une situation inacceptable, mais inacceptable pour tout le monde, et c'est ce qui arriva à l'absolutisme. Alors, d'une certaine manière, ces États généraux communient dans l'attente d'un événement heureux. Ça n'a jamais été aussi important dans l'histoire de France, et jamais l'espérance n'aura été aussi enthousiaste et créative. Et en quelques mois, on va passer de cette espérance à une imagination créative extraordinaire, mais des déchirures extraordinaires également, notamment par cette citation de Jacques Mallet-Dupan, qui est un Suisse très enthousiaste dès le début de 88-89, et qui, dès le mois d'octobre, déchante avec cette phrase célèbre que désormais, il faut croire ou mourir. Sa phrase, c'est « crois ou meurs ». Et à l'évidence, il se rend compte que la tournure des événements force une entrée par la menace et la mort des adversaires, et qui sonne comme un avertissement avec frais, qui plonge le royaume dans une guerre civile effroyable, mais néanmoins créatrice. Parce que sur ce plan-là, la Révolution française, je pense que maintenant, bien après l'événement, il faut l'admettre, elle fut à la fois une catastrophe et une aubaine. Une aubaine parce qu'elle permit à tous les verrous de sauter en quelques semaines, et dans la confusion la plus totale, ceux de la vieille routine monarchique et parlementaire, usée par les siècles. Et une catastrophe parce qu'elle laissa les Français se dévorer et ne jamais rattraper une spirale infernale qui la conduisit directement, au fil des plus de 2 siècles qui suivirent, aux institutions de la Ve République, et depuis 2000 à un mandat présidentiel de 5 ans qui étouffe tout dégagement de majorité alternative à un pouvoir d'un seul. La sacro-sainte révolution, en fait, nous a masqué l'essentiel de ce qui se joua vraiment en 89. Au nom de l'effondrement d'une féodalité déjà mourante, au nom de la naissance du citoyen, déjà visible sous les règnes de Louis XV et surtout de Louis XVI, le fameux citoyen des Lumières. Et donc parler de monarchie coutumière, c'est modifier le paradigme et explorer une liberté sous l'Ancien Régime qui devient à partir de la Révolution, je cite ici Pierre Chaunu, la récompense d'un bouleversement et la soumission du réel à un modèle a priori idéologique. Pierre Chaunu y mettait un tout petit peu les formes. À la mesure d'horizons illimités donc, que la littérature et l'imagination ont proposé aux Français au sortir du siècle de Lumière, cette conférence, elle pose la question des effets pervers, je vais y venir, qui ont contribué à faire de la croyance révolutionnaire un processus abstrait, douloureux et tragique, en même temps qu'une promesse éternelle de bonheur et d'espérance. Alors, je vais commencer par ce premier point sur les conditions de possibilité des espérances à la veille des États généraux, et je viendrai à ces effets pervers. À la veille de la Révolution française, la société française est en pleine mutation depuis déjà plusieurs décennies, et rien ne suppose, je n'avais pas vu que la deuxième s'installait après. Rien ne suppose que la catastrophe est proche, si ce n'est, comme le souligna Chateaubriand plus tard, que c'est une erreur de croire que la Révolution a renversé la monarchie. Elle n'en a fait que disperser les ruines. Et ces ruines étaient le résultat d'une permanence de structures pluriséculaires, sédimentées, mais évolutives aussi, dans le sens de l'affaiblissement. Un affaiblissement, mais d'autorité, après la fin du règne de Louis XIV, l'hiver 1709, dont mon collègue Gauthier Aubert parle dans un livre récent et passionnant, l'année où la Révolution n'a pas éclaté, et accélérant la misère et la mort, bien entendu, de Louis XIV. Tout cela va raviver de sourds mécontentements qui ébranlèrent sur tout le siècle les 2 fortes assises du régime, la royauté et l'Église. Anticléricalisme, voire
irreligion plus rarement dans les hautes sphères de la société tant bourgeoise qu'aristocratique, sentiment d'accablement général d'impôts, exil des protestants à l'étranger, forte opposition générale des parlements contre une politique ressentie comme autant de coups de force depuis le XVIIe siècle, de lois imposées plutôt que consenties. Telle peut être l'idée d'un XVIIIe siècle appelé trop grossièrement celui des Lumières et qui ressemble tant au nôtre. Car le théâtre sociétal rend compte d'une population rurale et paysanne fortement attachée au culte catholique, mais sans doute davantage dans les villes, marquée en particulier par les querelles de la liberté de conscience, bulle unigenitus, querelles des sacrements, appelée crise janséniste, et dans ce concert de manifestations hostiles, unilatérales contre le mot à la mode de l'époque et l'insulte à la mode et la protestation à la mode, le despotisme ministériel, les textes qu'on appelle les brochures, les pamphlets, pleuvaient déjà et faisaient montre d'une formidable dynamique de diffusion d'idées, de réformes certes, mais aussi d'opposition contre une autorité des ministres jamais acceptée, des élites comme du peuple. On pense aux réformes de Turgot, pourtant rédacteur de l'encyclopédie, ministre éclairé, qui va engager un libéralisme économique sous les formes d'émancipation mal comprise des restes de la féodalité. Je pense à la corvée royale. Tout cela va se heurter à une crise frumentaire catastrophique et à un rejet général de l'ensemble de l'opinion en 1774-1776. En fait, avant 1789, tout était déjà fragilisé par pas seulement le pouvoir en lui-même, mais les conditions de possibilité d'émancipation de l'individu étaient déjà bien en place. Il ne manquait plus que l'étincelle, l'opportunité de la conjoncture. Alors que ce soit la féodalité, la cour, le clergé et ses immenses richesses, en même temps que son omnipotence dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la vie quotidienne des Français, tout était en état de liquéfaction avancée. Je pense à l'expulsion des Jésuites, par exemple, que la mort dans l'âme, Louis XV est obligé d'accepter, mais qui déjà montre quand même une volonté des Français de s'émanciper de la papauté, de s'émanciper et de créer une sorte de monarchie patriote, et en même temps aussi au niveau de l'enseignement, puisque les Jésuites étaient très présents sur le plan de l'enseignement, d'engager déjà des moyens pour les remplacer. Mais contrairement à la doxa, qui est jamais vraiment remise en cause et qui est constitutive de notre République, de notre construction de la République, et assez opportune pour les dirigeants de la Troisième en particulier, qui fabriqueront le mythe du bloc, et le bloc, la fameuse phrase de Clémenceau, le despotisme royal était surtout un despotisme d'une idée qu'allait reprendre les divers pouvoirs révolutionnaires, celui d'une patrie une et indivisible, dans un royaume qui était tout le contraire, divers, très fragilisé encore par les conditions de l'époque, et surtout un peuple aux capacités de plus en plus grandes d'expression de la colère, de la contestation, qu'elles viennent des pauvres, majoritaires du peuple, mais surtout de ses élites. Et pourtant, sur le plan des réformes administratives, judiciaires et fiscales, que je vous ai dit, qui ne sont jamais arrivées à maturité, je pense à l'impôt de la capitation dès 1695 de Louis XIV, pour faire payer les nobles, avancer dans le sens général du progrès, celui d'idées Lumières, avec néanmoins de rudes débats qui sont très clairs et dont je suis spécialiste depuis le début de mes travaux, la question parlementaire, qui en effet que ceux qui enregistrer les lois étaient des juges, et donc cette question-là était insoluble et elle a été solutionnée par 1789, mais il n'empêche qu'ils étaient, ces parlements, de manière assumée, les conseillers du roi, à qui ils confiaient cette, je cite cette phrase, parce que c'est syntagme, parce que dans cette impuissance, heureuse impuissance qu'ils aimaient à citer, comme si on gouvernait de manière collective, au roi le dernier mot, à la société qu'il représentait, une contestation conseillère. Et c'est à s'y méprendre le même processus global de la Ve République, mais sans référendum, auquel nous sommes soumis de nos jours, mais qui a largement dépassé le temps de l'urgence de sa fondation en 58, une représentation parlementaire qui n'a qu'à se soumettre au 49-3, sans quoi les réformes ne pourraient avancer. Charles de Gaulle, en 1962, c'est l'élu du peuple. Le prince n'est plus de droit divin, mais de droit populaire. Je me trouvais confirmé dans ma volonté de n'accepter pour mon pouvoir aucune sorte d'investiture, à part celle que la voix des foules me donnerait directement. Le parallèle est éloquent dans une situation que l'on voudrait de nos jours d'une heureuse impuissance face à toute la société contestataire, cette foule, la rue, et un lancement interminable sentiment d'une révolution
trahi. Je pense au mouvement des Gilets jaunes de 2019, avec cette volonté de faire en sorte que cette révolte des Gilets jaunes, cette contestation, cette souffrance, les nantis, les membres de la société élevée, intellectuelle, universitaire aussi, s'en solidarisent. Je pense en particulièrement au livre de Daniel Salnave qui dénonce le mépris de classe dans Jojo, le gilet jaune. En fait, tout cela, la Révolution française a été le début de cette longue marche, considérée comme une trahison. Elle devient un processus sans fin où se noie l'idée de liberté et se berce l'illusion de l'égalité. Et pour finir, cette petite note contemporaine, notre actuel président de la République, qui, lorsqu'il était encore ministre de l'Économie, déclare « La démocratie comporte toujours une forme d'incomplétude, car elle ne se suffit pas elle-même. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. » C'est ainsi que Louis XVI fut le roi qui légiféra le plus en cette fin du XVIIIe siècle. Abolition de la torture, édit de tolérance civile des protestants avec de grands débats en 1787, égalité fiscale qui ne pourra pas voir le jour au sens où tous les ministres la souhaitaient, à la fois pour remplir les caisses du Trésor royal et en même temps aussi pour rejoindre une certaine harmonisation. Une représentation des propriétaires dans les provinces, des pays d'élection, une liberté de la presse effective dans le sillage des élections aux États généraux, parce qu'on oublie que depuis le 5 juillet 1788, tout le monde a le droit d'écrire tout ce qu'il veut en ce qui concerne les États généraux, bien entendu, et il va y avoir près de 1500 brochures à peu près, hein, si on calcule entre le mois d'août et le mois de mai 1789. Tout se faisait dans le bon sens, mais au rythme de ce qu'on va appeler l'Ancien Monde, c'est-à-dire la cour, les intrigues, les freins contestataires d'une monarchie qui n'en manquait pas. La France d'avant 1789, c'est une France contestataire. Et à plusieurs égards, elle ressemble à celle d'aujourd'hui. Corsetée dans ses traditions, je pense au XVIIIe siècle, hein, on ne va pas me faire dire ce que je ne dis pas. Son cérémonial et son respect dû à un monarque sacré et absolu, mais irrigué par de multiples voies d'eau contestataires qui faisaient le sel et la particularité de la France. Si on devait comparer la France à l'Angleterre, eh bien je dirais que la France payait peut-être moins d'impôts, mais elle était corsetée dans ce monde encore féodal, elle payait le champard, elle payait la dîme, mais avait les moyens historiques de s'y opposer. L'impôt du roi, malgré ses truchements depuis Louis XIV, est dit extraordinaire et ne saurait être perpétuel. Les Français ne savent pas qu'avant la Révolution française, l'impôt du roi était extraordinaire, tandis que les Anglais avaient eu une culture républicaine de la fiscalité. Ils en payaient proportionnellement davantage, mais c'était une élite aristocratique et bourgeoise qui, à travers le Parlement, votait déjà les lois depuis la Glorieuse Révolution et le Bill of Rights de 1789. Alors pour faire bref, c'est le Parlement d'Angleterre souverain qui fait la loi d'un monde libéral et propriétaire, tandis qu'en France, les résistances au libéralisme éclairé font feu de tout bois au service d'intérêts multiples et variés, qui vont des magistrats de l'Ancien Régime au peuple misérable et affamé en manque de terre, de l'Église attachée à ses richesses et à ses devoirs, d'une noblesse souvent moyenne et pauvre qui a du mal à joindre les deux bouts. Je vous renvoie à Chateaubriand qui parle de cette noblesse qui a des difficultés et qui, bien entendu, est en porte-à-faux avec cette société. Et la liste pourrait être beaucoup plus longue. Par conséquent, que pouvait signifier, dans ces conditions, l'espérance en 1788? Alors, on nous l'a vendu, mais encore une fois, entendons-nous sur ce thème de « on nous l'a vendu ». On nous l'a vendu parce que, et François Furet l'a bien expliqué, parce que la Révolution française, dans son interprétation d'origine, s'évolue aussi constructive des régimes successifs. Et d'ailleurs, je pense même à des régimes de type Napoléon Ier de l'Empire, qui avaient des formes républicaines sur ce plan-là. Et donc, c'est pas en critique, mais c'est simplement en phénomène de fond. On nous l'a vendu comme une volonté d'en finir avec la société d'ordre et la féodalité, et surtout comme une espérance de représentation des sujets telle qu'elle prendra forme dans l'Assemblée nationale, née dans le jeu de paume le 20 juin 1789, lors d'un véritable coup de force des députés du tiers, qui étaient inquiets d'être dépossédés d'une place qu'ils occupaient depuis qu'ils s'étaient déclarés le 6 mai commune. Mais c'est un fait, et c'est bien le seul. C'est bien le seul.
Donc, on va essayer de voir, dans un deuxième temps, ces effets pervers. Et qu'est-ce que j'entends et qu'est-ce qu'on entend en sociologie, en histoire, de ce qu'est un effet pervers que, d'une certaine manière, on peut utiliser tous les jours. Ainsi, le chemin qui mène à une meilleure compréhension de la démocratie politique des Français et à cette impasse dialectique de sa droite et de sa gauche, je ne parle pas ici de la droite et de la gauche qui va naître au Parlement, d'un point de vue géographique, d'un point de vue de parti. Cette droite et cette gauche, ces deux boîtes vides, selon Sartre, cette vacuité complexe éraillée par des centaines d'observateurs, eh bien, c'est d'abolir la question de la remise en cause des distinctions traditionnelles entre la noblesse, le clergé et le tiers, si ce n'est l'abolition que les brochures appellent de leur vœu. Elles sont extrêmement majoritaires et encore, les cahiers de doléances non plus ne sont pas une demande de fin de la féodalité. Les cahiers de doléances, c'est encore autre chose. Les brochures qui pleuvent à l'époque n'ont pas de programme précis, mais veulent une constitution, veulent des citoyens égaux, etc. Et ce qui est très important, c'est que, comme le souligne en particulier un économiste qui s'appelle Albert Otto Hirschman, il ne restait tout simplement plus de repères, de points d'arrêt évidents. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a supprimé ça, c'est le lâchage complet, et c'est tous les Français qui vont, bien entendu, discuter, s'opposer, se déchirer. Alors, si Sieyès n'a pas tort en théorie dans tout ce qu'il écrit, dans son ouvrage « Qu'est-ce que le tiers-État » en janvier 89, et qui a un grand succès, mais qui n'est pas si important que ça par rapport à d'autres brochures, s'il n'a pas tort dans tout ce qu'il écrit au nom de la philosophie et des futures règles constitutionnelles, l'évolution de son discours, qui va dans le sens de la radicalité, s'inscrit dans le déclenchement d'un processus dont seuls les adversaires voient les effets pervers, et qu'à lire les brochures, on arrive à percer. L'historicité de cette littérature, des effets pervers contre les démonstrations arithmétiques, 96% d'une population faisant partie du tiers-État, d'une révolution magique est à même de nous livrer ce que les contradicteurs avaient à opposer. Hirschman, dans un ouvrage qu'il consacre à 2 siècles de rhétorique réactionnaire, est à même ici de nous livrer ce que les contradicteurs avaient à opposer. Il le formule de manière provocatrice, mais créatrice. Curieusement, c'est le mouvement réactionnaire le moins consciemment engagé, le moins décidé à faire échec aux tendances dominantes de son temps, qui aura été ou sera taxé d'avoir été celui qui a fait le plus de ravages. La thèse de l'effet pervers, alors, ce n'est pas la thèse de l'inanité. La thèse de l'effet pervers, c'est beaucoup plus profond. La thèse de l'inanité de la Révolution française, ça veut dire que la Révolution française n'aurait servi à rien. Ce n'est pas la question, celle que ensuite prôneront les contre-révolutionnaires ou les théoriciens, les Demestre, les Bonald et j'en passe. Elle offre des critères paradigmatiques de la genèse de la droite et plus accessoirement de la gauche, qu'on peut appeler, faute de mieux, proto-droite. Elle permet en l'occurrence de n'exclure aucune piste et en même temps de déshabiller l'historiographie d'un catalogage stérile de gauche ou de droite, encore très alimenté et toujours renouvelé de nos jours, quoique bien affaibli quand même depuis une quinzaine d'années. On peut concevoir ainsi pourquoi Jean-Claude Milner affirme dans un ouvrage qui s'intitule « Relire la Révolution » que les contre-révolutionnaires étaient des révolutionnaires et que ceux, je le cite, qui voulaient avancer à contre-courant ne pouvaient y parvenir qu'en acceptant le modèle. Comme il arrive souvent, les contre-révolutionnaires croyaient à la révolution plus profondément que les révolutionnaires eux-mêmes. Alors il est clair que le caractère prédictif des effets pervers est exprimé durant la campagne électorale. C'est très difficile, parce que c'est très difficile de s'exprimer et de l'exprimer à l'époque, et que le grand malentendu idéologique structurel de la Révolution française se loge dans ces anticipations à l'action, qui ne sont pas encore l'œuvre de ces savants diagnosticiens de l'effet pervers, qui éprouvent du même coup avec ravissement le sentiment de supériorité. Et oui, ils ont eu raison avant les autres. Ils ont eu raison avant les autres, et je prends
l'exemple des Calonne, des Séguier, des Mallet-Dupan ou de Pierre-Louis Claudejean, qui sont des auteurs, ici j'en cite qu'un, Calonne est le premier contrôleur général des finances en 1786 à proposer au souverain une révolution par le haut avec un plan d'action en 1786. Il est le premier à avoir allumé l'étincelle de la délibération de la nation puisqu'il a convoqué une assemblée des notables en 1787. Il a échoué sur toute la ligne, mais il a allumé le feu. Et il écrit le 9 février 1789 dans une brochure qui est publiée, qui est distribuée, qui sera d'ailleurs logiquement brûlée au Palais Royal par les patriotes. Le défaut de plan n'est donc pas un motif pour se rassurer. Une révolution qui prend sa source des idées les plus confuses, dont personne ne peut prévoir l'issue, n'en est que plus redoutable. Voilà, sire, où l'on en est. Et il rajoutait derrière, depuis qu'on a convoqué les États généraux. Le problème, c'est que les États généraux ont eu 10 mois de campagne électorale. Et ça, beaucoup de témoins de l'époque et postérieurs, mais c'est toujours facile de dire à la fin, se sont dit que de toute façon, c'était trop long pour pouvoir contrôler le mouvement. Pierre-Louis Claudejean, qui est un juriste et qui écrit face à cet enthousiasme, on ne peut pas dire qu'il est contre-révolutionnaire, ça n'existe pas à l'époque, il dit « Ô mes concitoyens, fermez l'oreille à ces clameurs par lesquelles d'audacieux écrivains essaient de pouvoir inspirer des agitations semblables à celles d'un malade, toujours disposé à changer de place sans savoir si celle qu'il choisira est préférable à celle qu'il quitte. » On dira plutôt qu'à la place de cette douce autosatisfaction d'avoir eu raison avant, elle est plutôt une stupéfaction sur le moment qui tente par la raison et la réflexion d'infléchir intellectuellement le phénomène. Car les brochures qui diffusent les effets pervers de manière raisonnée ne sont pas contradictoires, mais comment pouvoir le dire si ce n'est plus de 230 ans après, quand des historiens se penchent sur les textes, ça ne craint plus rien, la révolution a eu lieu, il n'y a pas de problème, je ne suis pas contre-révolutionnaire. Elles ne sont pas forcément, ces brochures, contradictoires avec les exigences de liberté, de sûreté, de propriété. Elles ne sont pas non plus encore sur le registre, je vous le dis, de la thèse de l'inanité, que l'on retrouve quand même dans le dernier chapitre de Tocqueville sur l'Ancien Régime et la Révolution, qui s'intitule « Comment la Révolution est sortie d'elle-même de ce qui la précède » et sans attendre non plus les agressions dont elle est la victime, la Révolution française, contre ce grand moment mythique, je pense à ce qu'en dit Hippolyte Taine dans les origines de la France contemporaine. Il faut donc crever l'abcès et reconnaître des deux côtés une seule et bonne foi. Aux majoritaires, cette sincérité et cette naïveté qui sied souvent aux audacieux, aux bien intentionnés et aux esprits de bonne volonté. On y retrouve la gauche, d'une certaine manière. On y retrouve en particulier les bien intentionnés, ce qu'on appellerait, ou ce que Philippe Meuret pouvait appeler l'empire du bien. Aux minoritaires, aux Cassandres, cette méticulosité à répondre point par point à ce qu'ils ressentent comme le destructeur brutal, non seulement d'un monde, mais surtout de la monarchie elle-même, de ceux qui conduisent encore le vieux débat désormais périmé des anciens et des modernes. Il s'agit donc de gommer ce prestigieux et ce prodigieux renversement apparent des valeurs, en exhumant ce qu'il y a eu aussi de contradictoire, de vain également, soulignant à bien des égards des effets pervers prévisionnels à tous les niveaux, y compris la liberté d'expression. Laissez donc aux mourants la liberté de pousser leur dernier cri, déplore une brochure que je vais reciter par la suite, qui s'intitule « Le prestige détruit ou la crédulité des abusés ». On pourrait aisément comparer cette époque à la nôtre, où nous assistons visiblement à une évaporation de la gauche traditionnelle, parce qu'incapable d'accepter ce que disent les gens à propos de la réalité, loin de tout sectarisme et de toute idéologie rigide qui se gorge souvent de mots et de mots faciles. Alors la campagne électorale de 1788-89 révèle déjà un couple antithétique entre proto-droite et proto-gauche qu'il faut lire sans dépendance avec l'idéologie, mais plutôt comment le définit un grand spécialiste italien de la question de la droite et de la gauche, Norberto Bobbio. Des programmes opposés à l'égard de nombreux problèmes dont la solution appartient à l'action politique, des divergences non seulement d'idées, mais aussi d'intérêts et d'appréciation sur la direction à donner à la société.
Dans cette prodigieuse redistribution des cartes de la parole enclenchée par Louis XVI, on a glissé en théorie d'un schéma vertical à un schéma horizontal de la société politique, qui nous a satisfait et qui satisfait aussi la légende. Mais à bien des égards, la parole et sa puissance fictionnelle ont maintenu les Français et leurs espérances dans une situation hantée. On a trop souvent privilégié une dimension artificiellement nouvelle aux dépens de la durée dans les débats qui, et ce ne fut pas une fatalité, mais une logique implacable, se verticaliserait à nouveau par la dictature de l'Assemblée et des régimes républicains successifs jusqu'à l'Empire et même par la suite. Je passe sur une question aussi à travers les personnalités. Je pense à un grand spécialiste de l'Ancien Régime qui s'appelle Guy Chaussinan-Nogaret, qui nous avait écrit il y a une vingtaine d'années une biographie du grand ministre Choiseul, excellent ministre choisi par la Pompadour, et ça arrive, avec en sous-titre « Naissance de la gauche ». Et ça, c'est caractéristique d'une volonté, il l'écrit lui-même d'ailleurs, de dire que bon, si Choiseul avait pu continuer, eh bien, tranquillement, il aurait pu amener la France à un avenir tranquille dans la modernité du siècle. Pour moi, en tant qu'historien, c'est une aberration d'écrire ça, c'est une contradiction à apporter, c'est même un truisme insatisfaisant dans le sens où, dans ce cas-là, je vais classer à gauche et à droite ceux qui auraient pu, selon moi, réussir, ou ceux qui nous ont portés vers l'avenir, Henri IV, pourquoi pas, à gauche, les ligueurs à droite, etc., etc. Ce qui est en jeu lors de la campagne électorale aux États généraux, et souvent ignoré à bon compte, c'est au fond l'institutionnalisation de la contrainte qui peut résulter des effets pervers engendrés par l'état de nature, c'est-à-dire par les situations où chacun peut agir à sa guise, selon Jean-Jacques Rousseau. Pour ce qui est des écrivains qui prennent le pouvoir par leurs œuvres, la révolution littéraire, elle est flagrante et elle fait face à une résistance désespérée. Une résistance désespérée, fataliste, mais néanmoins, elle est la plus pertinente sur un plan philosophique. La multiplicité des brochures est dangereuse, car dit l'une d'elles, très critique, elle rappelle le jugement du roi Midas qui choisit Marsyas plutôt qu'Apollon, séduit par un goût qui, je le cite, à la fin de citation, se rapproche beaucoup de l'état de pure nature, comme celui des novateurs. Pour d'autres, plus libérales, et je pense à Stanislas de Clermont-Tonnerre, noble libéral, qui adhère, comme les 47 en 1789, qui adhèrent aux idées qui sont extrêmement majoritaires dans toute la France. Le constat en 1789 est même parfois plus cruel. Le constat est celui de « tout est affaire de mode dans cette nation-ci. On est forcé d'en convenir. Ce n'est pas celle du bon sens. Et le moment où il nous serait le plus nécessaire semble précisément être celui que nous ayons choisi pour faire notre divorce avec lui. » Alors, dans le cadre de la campagne électorale, ce que j'appelle la proto-gauche se caractériserait par une chaîne assez lâche de choix politiques que, durant quelques semaines, elle fait plutôt souder, mais souder entre qui et qui? Mais entre le pouvoir royal et le tiers-État. Peu controversée et à sens unique. La suite serait comme une désagrégation de cette cohésion dont on peut déceler les prémices en étudiant les brochures de 1788-89. La proto-droite serait non seulement celle de ceux qui veulent maintenir, c'est logique, au sens conservatisme du terme, et il faut l'entendre ça, la tradition, la religion et les privilèges, mais honorifiques. Il faut savoir que la noblesse, en 1789, accepte l'égalité fiscale. Ce qu'elle veut conserver, c'est sa place dans la société, une place honorifique, une place dans les rangs, et une place éventuellement dans une chambre haute dont les circonstances, que les circonstances ne pourront pas permettre, bien entendu. Mais c'est un fait, avant que tout éclate, c'est cette qualité qu'il recherche. Et cette proto-droite sent aussi inéluctable la faute de mêler le peuple invisible au débat. Il pense, brochure à l'appui, que la guerre civile est inéluctable. On parle beaucoup de guerre civile aujourd'hui. Que la monarchie est condamnée et que la liberté elle-même n'arrivera pas à bon port. Mais tout cela, les historiens, alors excusez-moi, c'est mon métier, je travaille sur la Révolution, donc on est de droite ou de gauche, je pense que peu à peu la mémoire s'efface, mais comme Pierre Chaunu, de la même manière, l'avait vu, historien que je suis obligé de qualifier de droite, si on veut bien, mais si l'on veut avant lui à nouveau l'incorrigible Taine, ils l'avaient tous bien écrit, et en particulier Taine, qui était un homme qui s'opposait, comme beaucoup,
cette république-là et cette révolution. Mais c'est un débat d'un autre temps, mais il faut relire les origines de la France contemporaine de Taine, en essayant de se laver d'un contexte politique qui n'est plus le nôtre. J'entends beaucoup de mes collègues universitaires qui nous priveraient de lecture. Il ne faut pas lire Taine, il ne faut pas lire Bainville, il ne faut pas lire. Autant où on ne lit plus. Bon, c'est quand même un peu un paradoxe. Il me faut conclure un peu longuement, et ce qui pourra nous permettre peut-être aussi, et j'espère, d'en discuter. Comment traduire, pour terminer, cette histoire transversale des débuts du processus révolutionnaire dans notre actualité, désormais mondialisée, déshumanisée, où l'abolition de l'homme est instruite déjà depuis plus d'un demi-siècle? C'est déjà comprendre la nécessité d'apprendre l'histoire de France. L'histoire du monde, mais l'histoire de France, l'histoire qui nous est au plus près, l'histoire de l'Europe, puisque nous sommes dans l'Union européenne, si vous voulez, à nos enfants. Contrairement à ce que nous faisons depuis plus d'un demi-siècle encore, étant enseignant d'histoire, j'en sais quelque chose. Non pas à des fins politiques et politiciennes, non pas en termes de valeurs, mais oublieuse d'un principe fondamental des Lumières, à l'image d'une franc-maçonnerie spéculative en son essence, originelle du siècle, du XVIIIe siècle, originelle de son éclosion, loin de la vérité unique, mais près de la mise en relation de vérité au pluriel, qui rappelle d'ailleurs ce grand cri du païen et du préfet de Rome, Symmaque, aux chrétiens à la fin du IVe siècle. Qu'importe par quelle sagesse chacun cherche sa vérité, il ne peut se faire qu'on parvienne à un si grand mystère par un chemin unique. Fin de citation. Pour le moins, les raisons d'espérer seraient dans le domaine de l'histoire pour regarder l'avenir, abandonner les valeurs comme aiguillon fixe, les convictions comme métronome à la recherche de je ne sais quelle formation du citoyen, mais qui est un héritage de la Troisième République, on y revient, contradictoirement à toute valeur scientifique, à l'image de ce qu'Alexandre Zinoviev, dans Homo Sovieticus, en 1981, qui avait connu l'univers soviétique et qui écrivait pour nous, occidentaux, très approchant de ce que nous sommes, perclus de valeurs et de convictions. Et ce processus a brutalement commencé en 89, après s'être diffusé dans les salons de l'élite aristocratique et bourgeoise. L'existence de convictions chez l'homme est un signe de sous-développement intellectuel. Elles ne font que compenser son incapacité à comprendre rapidement et exactement tel ou tel phénomène dans ses réalités concrètes. Ça fait objet de débat. Mais là, on n'est pas dans la conviction morale, on n'est pas dans la conviction philosophique, on n'est pas dans la conviction religieuse. On est dans la conception et dans la conviction pratique des choses dans une société qui, aujourd'hui, en France, est une société laïque et pour laquelle nous pouvons œuvrer en commun. Il disait des choses un peu plus dures également. L'homme à conviction est rigide, dogmatique, assommant et, comme il se doit, stupide. Si on devait se poser la question, parce qu'on y vient, à quoi sert l'histoire? Alors je sais bien que Paul Valéry disait « à rien ». On comprend d'une certaine manière l'ouverture dont il faisait preuve, et j'adhère, hein, c'est quand même assez délicat pour un enseignant aussi d'histoire de dire qu'elle ne sert à rien, mais on sait ce qu'il voulait dire. On pourrait répondre par un appel à penser nos espérances, qui sont toujours certes une entrée constante en terre inconnue, mais que l'on peut sans doute aussi considérer plus souvent que nous le faisons. Je pense au fil conducteur de nos racines, mais aussi de nos querelles passées et présentes, et en tout cas présentes il y a peu. La Révolution, elle, a voulu et réussi. Alors elle a voulu, non, parce qu'il n'y a pas de complot, mais elle a réussi, par les circonstances, une table rase afin de débloquer une situation qui ne permettait pas en l'état, ou du moins dans l'immédiat, l'épanouissement politique, économique et social des forces vives de la nation, pourtant bien en route depuis plus d'un demi-siècle, la bourgeoisie. Comme François Furet le rappela, la seule idée qui sous-tendait la victoire de la bourgeoisie ne fut pas le bien commun, mais ses intérêts propres. Voilà ce qu'il écrit. La société bourgeoise est ainsi détachée par définition de l'idée du bien commun. Le bourgeois est un individu séparé de ses semblables, enfermé dans ses intérêts et ses biens. Lui aussi sortait d'un monde qu'il accusait à l'époque d'être révisionniste.
Une fois cette bascule réalisée, la France a été livrée à une guerre civile au milieu des espérances produites par le choc des idées les plus controversées et les moins partagées. Elles sont au nombre de 5, je les recompte. L'idée de patrie qui mettait fin au particularisme, aux langues et aux coutumes. L'idée des droits de l'homme qui fut reconduite aux calendes grecques faute d'avoir été progressivement installée et comprise. Il y a des textes de Louis XVI qui parlent des droits de l'homme, de sa conception de ce que la déclaration des droits qu'on veut lui faire signer, et on va l'obliger à la signer, n'est pas inintéressant. En 2 mots, il dit, bon, il faudrait peut-être asseoir les choses avant de pouvoir les envisager. L'idée de liberté, qui, faute d'avoir été considérée en premier aux dépens d'une illusoire égalité, ce qui produira le malentendu des révolutions du peuple jusqu'à nos jours. L'idée de nouvelle tolérance religieuse, avec la liberté de culte, brutalisée par la constitution civile du clergé, et qui donnera tout confondu la guerre de Vendée, ou les guerres et la guerre de Vendée, qui est une clé pour comprendre la Révolution française, et non pas une clé pour comprendre uniquement Philippe de Villiers. Et enfin, l'idée du droit international des peuples à disposer d'eux-mêmes, aussitôt bafouée par un État plus brutal et de très loin que ne le fut celui embryonnaire de Louis XIV. Et j'en passe. Le droit de vote des étrangers, quand on sait quand même qu'ils ne l'ont pas, et que dès ses débuts, la Révolution française a accueilli des étrangers dans son sein et dans le sein même de la représentation parlementaire. C'est extraordinaire. Alors, on dirait que c'est la schizophrénie, c'est le mot à la mode. C'est pas faux, mais il faut expliquer derrière. Il ne suffit pas de le dire. Alors, l'esprit révolutionnaire ne donna donc pas naissance à la contestation. Elle était là, elle était un principe. On m'a même posé la question parfois, mais oui, mais on ne faisait que contester avant 1789. Mais ce n'était pas avec nos codes. Alors forcément, on dit, ils ne contestaient pas. Ils étaient soumis à l'Ancien Régime. Mais tout s'arbitre sous l'Ancien Régime. Tout se négocie. Tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une vision de l'Ancien Régime et surtout de la monarchie, qui est une monarchie, et les historiens spécialisés dans la monarchie absolue disent que c'est un discours, en fait. Ce n'est pas une entrée en masse des troupes qui suppriment des États provinciaux, etc. C'est pas ça. Donc elle ne donna pas naissance à la contestation, mais la transformant en agitation systémique, idéologique et donc abstraite. Et je sais, d'aucuns diront, mais c'est un discours de droite. Surtout pour les masses, entre les mains des droite historique, entre les mains des porteurs de valeurs qui obtinrent le pouvoir. Donc l'espérance, ainsi dissoute dans une mémoire perdue de l'histoire, monarchique et coutumière, a désespéré une nation que seul un homme providentiel pouvait non pas relever, mais dont il pouvait panser les plaies et recoudre les déchirures. Mais preuve à l'appui, Napoléon Bonaparte dit à Bourrienne « Allons dormir aux Tuileries ». Tout de suite, il le dit après le coup d'État, parce qu'il sait qu'il faut aller aux Tuileries pour recoudre l'histoire de France. Et ce fut Adolphe Thiers, ce fut enfin le général de Gaulle, qui chacun à leur manière avait compris que sans l'histoire, qu'elle soit monarchique puis républicaine et au fond, avec tous ses brassages sociaux, culturels et religieux, la France pouvait espérer à nouveau communier en commun, agir sur le réel en mesurant, comme l'écrit Rousseau, le rayon de notre sphère. Alors la période, et ça c'est mon avis, la période que nous vivons est sans histoire. Elle contreplaque l'idée consensuelle, avare des contextes et de leur réalité, dépensière en incantation, qui écartèle l'individu, incapable de toute posture de renoncement et soumis à la machine. La société de 89 est très vite revenue à l'histoire, après quelques années meurtrières pour la liberté, montrant à tous égards que la République elle-même avait compris que l'espérance devait s'appuyer sur l'histoire, même en la réécrivant au profit de ses élites. Je nous laisse sur une citation de Sioran avec un titre extrêmement qui espère, mais qui est équivalent finalement en cette fin du XXe siècle à la phrase de Rousseau.
Une société est condamnée quand elle n'a plus la force d'être bornée. Comment, avec un esprit ouvert, trop ouvert surtout, se garantirait-elle des excès, des risques mortels de la liberté? Je vous remercie.